Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous commençons la session. Comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Prerna Verma, je suis la coordinatrice du cours chez Empower. Notre orateur sera Monsieur Adler Kazadi Numbi. Euh, bonjour, Monsieur Adler. Bonjour, Kena. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Oui, nous allons bien ici. Ok, merci. Et je voudrais savoir si vous allez partager la présentation ou je peux le faire. Ah, ok, je pense que vous pouvez toujours le faire pour Ok, la ok. facilité de connaissance. Ok. Ok, Ok, donc le module 4, comme c'est intitulé, c'est Achat en santé mondiale. Donc, nous allons essayer de donner ces résumés afin de vous permettre donc de savoir qu'est-ce qu'il y a à retenir, l'essentiel sur les achats en santé mondiale. Tiens, Renan, on peut avancer. Hmm. Alors, le plan de la présentation, on va suivre le plan qui est devant vous. On va donner une introduction. Nous allons présenter les objectifs du déroulement donc du webinaire. On va présenter les points clés du module 4, achat en santé mondiale. On va recueillir des difficultés rencontrées, les attentes et suggestions des apprenants et on va terminer par une conclusion. Donc, nous vous demandons donc de résumer tout ce que vous avez comme difficulté, comme entente, comme suggestion, afin que votre expérience d'apprentissage puisse être meilleure pour vous. Bien, l'annonce sur le déroulement de la session. Donc, veuillez couper votre micro, éteindre la vidéo. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait. Veuillez poser vos questions en utilisant le chat et en levant la main. Il y a l'icône où il faut lever la main au moment des échanges. Vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion à tout moment. On pourra aussi recueillir ces questions pour voir comment on peut partager. Lorsque seulement vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de remettre le son et d'allumer votre caméra. Les enregistrements des webinaires seront disponibles sur les canaux d'Empower School. Donc, ne prenez pas le temps d'écrire, suivez les échanges afin que vous puissiez avoir cet enregistrement après. Et la présentation des diapositives sera aussi partagée avec tous les participants. Bien. Alors, l'objectif du webinaire, c'est de vous donner l'occasion d'examiner un module et de poser des questions auxquelles l'expert pourra répondre. Donc, nous allons résumer le module 4, puis on va vous inviter à poser des questions. Enfin, on va vous indiquer comment vous pouvez donc auto-évaluer vos progrès et vos acquis au fur et à mesure que vous avancez dans le cours. Donc, c'est ça l'objectif principal. On veut que vous ne puissiez pas rencontrer beaucoup de difficultés et chaque fois que vous avancez dans le cours, on vous résume et ça vous permet donc de vous auto-évaluer, de voir comment vous êtes en train de progresser avec la formation. Bien. Voilà comment se présente donc l'agenda. L'introduction va nous prendre 5 minutes. La présentation des points clés du module, c'est 20 minutes. On aura une première session de questions-réponses qui va nous prendre 15 minutes. Nous allons poursuivre la présentation du module dans 20 minutes. La deuxième session de questions-réponses qui pourra aussi nous prendre encore 25 minutes et nous allons terminer par une conclusion. Bien. Alors, comme vous le savez, euh, le cours a été donc organisé en plusieurs modules. On a commencé avec la session introductive, donc le module de PNUD, qui a résumé la chaîne d'approvisionnement. Tout le monde est passé par là. Et le premier module donne l'introduction à la gestion des achats et la chaîne d'approvisionnement. Le deuxième module a parlé des produits de santé
Le troisième module qui a parlé donc de la quantification et planification. Et le quatrième module, là où nous sommes aujourd'hui, qui parle donc des achats en santé mondiale. Et après, donc, ce module, le cours va se poursuivre avec le module 5 qui parle de gestion des stocks, le module 6, stockage et distribution, le module 7, l'usage rationnel des médicaments, et le module 8 qui parle des fonctions et systèmes de soutien à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le module 9 qui va parler du leadership, et cette formation va se terminer par une étude de cas qui pourra donc sanctionner, qui sera sanctionnée par la certification pour conclure ou terminer votre formation. Nous allons donc aujourd'hui échanger sur le module 4. Ça, c'est la structure du cours auquel donc vous vous êtes inscrit. Diane? Alors, les points clés du module 4, achat en santé mondiale. L'aperçu du cours, comme vous l'avez constaté, ce module a 7 chapitres. Le premier chapitre parle du cycle des achats. Le deuxième chapitre parle des facteurs influençant le prix des médicaments et le coût totaux. Le chapitre 3 va parler donc de méthodes d'achat. Le chapitre 4, les bonnes pratiques des achats des médicaments. Le chapitre 5 revient sur gestion des approvisionnements. Le chapitre 6 parle de viabilité financière et le chapitre 7 qui va donc donner l'évaluation de la performance des achats. Là, c'est donc les points clés qui sont retenus dans le module 4. Et nous allons essayer de résumer ces chapitres pour vous donner une vue d'ensemble sur ce module. Tiens. Alors, en guise d'introduction, il y a les préalables pour ce module. Le cours utilise de nombreux termes qui ont une signification spécifique et définie dans la passation des marchés. Et les étudiants que vous êtes, vous devez donc se reporter à la section glossaire pour comprendre ces termes. Il y a donc des ouvrages de référence qui vous ont été donnés, auxquels donc vous devez vous remettre pour essayer de bien comprendre ces terminologies. Il y a des notions d'achat, de quantification, périodicité des achats, les délais de livraison, la liste nationale des médicaments essentiels, et les équipes pluridisciplinaires, ainsi que 50% du budget de santé. Toutes ces notions-là, vous allez les retrouver dans la documentation qui est résumée donc dans les glossaires, et on vous invite à les parcourir, à les lire pour votre compréhension du chapitre et du module 4. Alors, le but et objectif, c'est de comprendre les systèmes, les stratégies d'achat donc en santé publique, ainsi que les normes sur le plan international. Et l'objectif du cours, à la fin donc de ce cours, les étudiants doivent avoir les notions, la compréhension sur les concepts et la terminologie utilisée dans les achats des produits de santé, la complexité même du cycle des achats des médicaments, les normes et les lois et réglementations en vigueur sur l'achat des médicaments, les différents facteurs influençant les coûts, vous devez donc les connaître, les éléments du coût des produits lors des achats, la complexité, les avantages et inconvénients des différentes méthodes utilisées pour l'achat des médicaments, la nécessité même du financement des médicaments et les sources de financement, les structures et les systèmes organisationnels nécessaires pour une gestion efficace des achats. Là, donc, ce sont les objectifs qui sont poursuivis par ce module auquel nous vous invitons donc de le parcourir et de retenir l'essentiel. Diane? Alors, le but principal de la quantification et même du cycle logistique, comme vous le savez, c'est d'obtenir ce que nous appelons les 6 bons. On a besoin de bons produits, au bon prix, en bonne quantité,
dans de bonnes conditions, au bon endroit et au bon moment. Donc ça, c'est ça même le but qui est poursuivi dans tout cycle d'achat, de quantification, tout cycle logistique poursuit donc ce que nous résumons dans ce que nous appelons les 6 bons. C'est ce que vous devez retenir, que on ne peut pas quantifier, on ne peut pas faire un cycle logistique sans respecter les 6 bons. On a besoin de ces bons produits au bon prix, bonne quantité, dans de bonnes conditions, au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est ce que vous pouvez donc retenir, que tout processus de quantification, tout cycle logistique poursuit donc ce que nous appelons les 6 bons. Diane? Alors, quelles sont les notions de base sur les achats, ainsi que l'organisation même du module? D'abord, les notions de base sur les achats. L'achat peut se définir comme l'acquisition des biens, des services ou des travaux provenant d'une source extérieure. Il est nécessaire que les biens, services ou travaux soient appropriés, qu'ils soient achetés au meilleur coût pour répondre aux besoins de l'acquéreur en termes de qualité, de quantité, de temps et de lieu. Donc, nous revenons toujours sur les 6 bons. Voilà les notions de base sur les achats. Mais l'achat est aussi défini comme le processus d'acquisition des fournitures directement auprès des fournisseurs nationaux ou multinationaux, privés ou publics, ou par l'intermédiaire de mécanismes régionaux ou mondiaux, ou auprès d'agences internationales. Alors, ces sources peuvent être utilisées individuellement ou en combinaison pour répondre aux besoins pharmaceutiques. Et les objectifs fondamentaux des achats des produits pharmaceutiques: premièrement, l'achat des médicaments les plus coûts efficaces dans les quantités voulues, la sélection des fournisseurs fiables, des produits de haute qualité, l'assurance d'une livraison en temps voulu, mais aussi l'assurance du coût le plus faible possible. Là, ce sont les notions de base sur les achats, mais ce module est organisé de la manière suivante. Le processus d'achat est subdivisé en 7 chapitres. Nous allons parcourir chapitre par chapitre et nous commencerons par expliquer les bases et les principes fondamentaux. Il faudra absolument se familiariser avec les termes utilisés dans les achats internationaux. Les différences entre les achats des entreprises et les achats pour les produits seront présentés. Les défis posés par les achats internationaux seront aussi identifiés. Nous passons ensuite aux composantes spécifiques du processus d'achat qui ont été divisées en chapitres au cours desquels nous allons entrer en profondeur dans chaque étape du cycle d'achat, en signalant les défis rencontrés à chacun de ces niveaux. Voilà comment donc ce module est organisé et nous allons bientôt donc y arriver pour parcourir chapitre par chapitre. Diane? Alors ici, nous allons donner un résumé sur le cycle des achats. Vous allez constater que tout commence par le personnel suffisant et formé pour les achats. Il faut qu'il y ait d'abord un personnel suffisant et bien formé pour le processus d'achat. Ensuite, disposer d'un niveau de financement adéquat, d'avoir les moyens pour acheter. Passer en revue la sélection des médicaments. Qu'est-ce que vous allez acheter? Sélectionner ces médicaments-là, spécifier les normes de qualité, comment les fournisseurs, en plaçant les commandes et la signature de contrat. Puis ça sera le suivi du déroulement des commandes et vous allez assurer la qualité. C'est là avant et après expédition de vos médicaments. Puis ça sera la réception et vérification de vos marchandises qui sera donc suivi par le paiement. Là, c'est ça le résumé donc du cycle d'achat. Maintenant, ce cycle d'achat, il y a toujours des défis. Quand on fait les achats de produits de santé, il y a toujours certains défis qu'on vous appelle donc, après cette formation, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour relever
ces différents défis dans vos pays. Le processus complexe d'achat peut être déraillé par des interventions politiques et des obstacles administratifs. Les contraintes des marchés différents d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes réalités, et les systèmes sont généralement attachés des règles. Il y a des réglementations et qui sont soit des structures inadéquates. Selon le pays, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes réglementations, et le personnel du secteur public ont peu d'expérience pour faire face aux situations de marché. Et si on vous parle, ce sont les marchés sur le plan mondial. Il y a soit absence de politique d'achat détaillée dans chaque pays, financement budgétaire insuffisant et irrégulier, ce sont des défis auxquels nous sommes souvent confrontés, réglementation nationale des achats qui entre souvent en conflit avec certains bailleurs de fonds, surtout si plusieurs bailleurs différents sont impliqués dans les achats au niveau de votre pays. On constate aussi le manque de personnel qualifié pour les achats publics, mais aussi l'absence des fabricants et des fournisseurs de qualité, en particulier pour le marché public locaux. Parfois aussi, les produits livrés ne sont pas conformes aux normes internationales. Alors, cela pose toujours des difficultés. Ce sont les différents défis auxquels vous serez toujours confrontés dans le processus d'achat des produits de santé. Bien. Alors, quel est le contenu du chapitre? Ici, nous le résumons donc en 5 parties importantes. Il y a d'abord la vue d'ensemble des achats des médicaments, la présentation du cycle d'achat et conditions préalables, discussion détaillée sur les conditions préalables d'un achat efficace, les discussions détaillées des étapes du cycle d'achat, ainsi que les conclusions. Alors, le principe d'achat des médicaments se présente de la manière suivante. Il faut qu'il y ait d'abord un paiement fiable et une bonne gestion financière. Des achats doivent être faits par nom générique. Comme c'est sur le plan international, on doit recourir donc à la dénomination commune internationale. Il y a des achats qui sont limités à la liste des médicaments essentiels ou formulaires appropriés. Des achats en grand volume, c'est pour tout un pays qu'on achète. Cela nécessite une préqualification et suivi régulier des fournisseurs. Et ces fournisseurs, on doit toujours les mettre en concurrence. Des contrats avec les soumissionnaires retenus, honorés entièrement. Les commandes doivent être basées sur un besoin calculé et confirmé. Raison pour laquelle tout doit commencer par la quantification. Il faut qu'il y ait des procédures écrites et transparentes pour les achats au niveau de votre pays. Il y a aussi nécessité de séparer les fonctions clés pour éviter des conflits d'intérêts. Un programme d'assurance qualité des produits doit être mis en place dans votre pays pour que vous ne puissiez pas acheter des mauvais produits. Il faut aussi intégrer les audits financiers annuels et ces résultats d'audit doivent être rendus publics. Des rapports réguliers aussi sur la performance des achats au niveau de votre pays. Voilà les principes qu'il faut donc suivre et retenir pour l'achat des médicaments. Diane? Alors, ici, nous faisons un résumé donc sur le cycle d'achat et les conditions préalables. Avant de parler de ces 7 étapes et conditions préalables, nous disons que le cycle des achats est un processus dynamique et continue tout au long du programme ou de votre projet de santé. Quand vous le commencez, il faut toujours que ça puisse se poursuivre. C'est pourquoi on parle du cycle. S'il y a des interruptions, cela va préjudicer donc votre chaîne d'approvisionnement. Un cycle d'achat typique qui comprend toutes les stratégies, décisions, activités, intrants et sorties souhaitées nécessaires pour l'achat
en quantité suffisante de produits de santé de haute qualité sur une période bien déterminée. Maintenant, les différentes étapes qu'il faut suivre, premièrement, il faut d'abord passer en revue la sélection des médicaments. Quelle est la liste des médicaments qui sont concernés par les approvisionnements? Vous savez que vous avez une liste nationale des médicaments essentiels. Vous n'allez pas tout acheter, mais pour votre commande, quelle est la liste des médicaments qui sont concernés pour l'achat pendant cette période-là? Après avoir identifié la liste, vous devez maintenant déterminer les quantités. C'est l'étape maintenant de quantification. Après avoir déterminé les quantités nécessaires pour la liste en question, vous allez maintenant faire le rapprochement entre les besoins et les fonds disponibles. Généralement, on a toujours besoin de beaucoup de choses, mais si les moyens ne le permettent pas, c'est à ce niveau qu'il faut faire ce rapprochement pour savoir ce dont nous avons besoin. Voilà les moyens qui sont disponibles. Mais là, ça va vous permettre d'avancer. Après avoir approché les besoins et les fonds, vous allez maintenant faire le choix de méthodes d'achat. Nous allons le voir. Quelle méthode vous allez utiliser pour faire vos achats. Et puis, il faudra procéder maintenant à l'appel d'offres. Après cette étape d'appel d'offres, vous allez maintenant passer le marché et placer votre commande selon le type d'appel d'offres que vous avez effectué. Et en dernière position, ça sera le suivi de vos commandes. Bien que vous les avez placées, mais il faudra maintenant faire le suivi. Et comme nous avons dit que ce cycle, c'est un processus dynamique, après avoir suivi les commandes, vous réceptionnez les médicaments, vous serez obligé encore d'effectuer encore d'autres commandes pour que le cycle encore puisse commencer à nouveau. Mais il y a quelques conditions préalables auxquelles donc vous devez vous préparer déjà. Parmi ces préalables, il faut qu'il y ait des lois et règlements sur le marché public dans votre pays. Il faut qu'il y ait une politique et une stratégie pour les achats qui sont déjà bien définis. La planification des achats, comment vous allez les faire annuellement, semestriellement. Vous devez aussi avoir la connaissance du marché. Vous allez acheter auprès de qui et comment vous allez acheter. Vous devez mettre en place une chaîne d'approvisionnement solide. Et pour y arriver, vous devez aussi avoir des données utilisables sur les consommations et la morbidité. Nous avons parlé de la quantification. Suivant la méthode que vous allez utiliser, il faut qu'il y ait des données qui soient utilisables déjà dans votre pays pour vous permettre donc de faire la quantification. Tout cela nécessite d'avoir des ressources humaines suffisamment compétentes. Nous l'avons dit, donc les gens doivent être formés, être en mesure de savoir comment effectuer les activités au niveau de chaque étape. Bien que vous avez des ressources humaines compétentes, mais il faut qu'il y ait aussi des fonds, il y ait des moyens pour vous permettre de faire ces achats. Et tout cela doit être donc dans un bon système de surveillance des activités que vous êtes en train de mener, sans oublier donc le processus d'assurance qualité. Voilà les préalables ainsi que les étapes pour mener à bon un cycle d'achat. Diane? Alors, le chapitre 2 va parler donc des facteurs influençant le prix des médicaments et les coûts totaux. Alors, dans ce chapitre, le but qui est poursuivi donc, c'est de comprendre les fondamentaux de l'offre et de la demande sur le marché pharmaceutique, les stratégies de prix, leur impact sur les achats des médicaments. Et l'objectif poursuivi est qu'à la fin de ce cours, que les étudiants doivent être capables d'expliquer la définition de l'offre, de la demande, des marchés parfaits et imparfaits, les principaux facteurs qui déterminent le prix des médicaments dans le cadre des achats publics, mais aussi quelques exemples de stratégies qui permettent donc de diminuer et de contrôler le coût d'achat. Alors, comment le chapitre est organisé? Il y aura une brève introduction,
aux théories économiques et aux forces du marché qui agissent sur la concurrence dans l'industrie pharmaceutique. On donne les éléments sur la tarification des produits pharmaceutiques et son impact sur l'achat des médicaments. On revient aussi sur les différences des prix des médicaments essentiels dans quelques pays. On donne les exemples de stratégies qui peuvent minimiser les coûts liés aux achats des médicaments. Et on donne certaines références et listes d'ouvrages qu'il faut lire, absolument lire, puisque le cours, comme vous le savez, c'est un résumé, mais les manuels qu'on vous donne, les livres, vont vous permettre donc d'entrer en profondeur et les quelques exercices pour renforcer votre apprentissage. Dia? Alors, parmi les facteurs influençants, ici, nous revenons sur les déterminants de la tarification. Le graphique que vous voyez donc à votre gauche, il y a une courbe rouge qui détermine donc la demande et la courbe en bleu pour l'offre ou les approvisionnements. Et l'intersection entre donc l'offre et la demande, c'est ce qui détermine ce que nous appelons le prix d'équilibre. Donc ça, c'est l'image donc qui symbolise les déterminants de la tarification, de la fixation des prix sur le marché international. Alors, cette loi donc de l'offre et de la demande nous donne 4 lois fondamentales que nous pouvons donc résumer dans ce qui suit. Alors, la courbe de la demande, si cette courbe se déplace vers la droite et que la demande augmente, c'est-à-dire si cette courbe se déplace vers la droite, c'est-à-dire la demande augmente, et que l'offre reste inchangée, là, il se produit une pénurie qui conduit logiquement à un prix d'équilibre plus élevé. Mais si la courbe de la demande se déplace vers la gauche, cela signifie que la demande diminue et que l'offre reste inchangée, alors il y aura un surplus qui se produit, ce qui conduit à un prix d'équilibre plus bas. La courbe de l'offre aussi peut se déplacer vers la droite. Mais si la demande reste inchangée et que l'offre augmente, un surplus se produit aussi, ce qui conduit à un prix d'équilibre plus bas. La courbe de l'offre peut aussi se déplacer vers la gauche. Mais si la demande reste inchangée et que l'offre diminue, il se produit aussi une pénurie qui conduit à un prix d'équilibre plus élevé. Donc là, ce sont les déterminants du prix sur le marché international. La loi de l'offre et de la demande, comme c'est résumé donc sur ce graphique. Tiens. Alors, cette loi donc de l'offre et de la demande, en rapport avec le déterminant du prix, ça nous conduit à ce que nous appelons le marché parfait et le marché imparfait. Alors, le marché parfait, ou qu'on appelle communément donc la concurrence pure et parfaite, dans ce cadre-là, il existe une information qui est parfaite sur le marché. Les acquéreurs et les fournisseurs disposent tous de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions qui leur assurent le bénéfice maximum. Aucun participant, que ce soit acquéreur, fournisseur ou tierce personne, n'a le pouvoir de dicter le prix, qui ne doivent être fixés que par la concurrence. Ici, tout est transparent, clair. Ni le gouvernement, ni aucune tierce personne n'intervient pour modifier la concurrence ou le niveau de prix. Il n'existe pas donc d'obstacle à l'entrée ou à la sortie et les entreprises peuvent entrer ou sortir du marché à leur guise. Par ailleurs, quelques autres conditions sont nécessaires. C'est la théorie donc économique
qui n'est pas donc beaucoup plus intéressant pour vous, d'autant plus que vous n'avez pas besoin de toutes ces matières-là. Mais de l'autre côté, nous avons ce que nous appelons le marché imparfait ou concurrence imparfaite. Et là, c'est l'image même de marché pharmaceutique sur le plan international. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a le marché qui peut être influencé par les fournisseurs. Alors, si le marché est influencé par les fournisseurs, nous avons trois images nettes. On peut avoir beaucoup de fournisseurs, on peut avoir peu de fournisseurs, et là on parle de, nous sommes dans la situation d'oligopole, tout comme on peut avoir un fournisseur unique, et là il joue le rôle de monopole. Mais de l'autre côté, le marché peut être aussi influencé par les acheteurs. On peut avoir plusieurs acheteurs, on peut avoir peu d'acheteurs, on est dans la situation d'oligopsone, tout comme on peut avoir un acheteur unique. Là, c'est la situation de monopsone. Ça, c'est l'image du marché donc des produits pharmaceutiques. Le marché parfait n'est pas vraiment le prototype donc de l'achat des médicaments sur le plan international. Bien. Alors, comme on le disait, le marché pharmaceutique est différent de ce qu'on appelle le marché parfait. Pourquoi? Puisque les acheteurs n'ont souvent pas toutes les informations et connaissances concernant le produit, le prix, la qualité, le nombre de fournisseurs, les variations de coûts des intrants et les méthodes même d'achat. Souvent, les acheteurs n'ont pas accès à toutes ces informations. Mais les fournisseurs aussi n'ont pas une visibilité et un accès complet aux acheteurs du marché mondial. Autre problème souvent qu'on rencontre, les autorités réglementaires des pays n'autorisent pas l'importation et la vente des produits que s'ils sont enregistrés. Donc, tout ceci fait que le marché pharmaceutique ne peut pas être donc considéré comme étant un marché parfait. Et là, il y a la règle des 5 que vous avez vue. Dès qu'on a déjà 5 fournisseurs, cela peut jouer un rôle important sur donc le prix du médicament. Mais au-delà de 5 fournisseurs, donc là, ça devient déjà un problème. Le prix peut baisser encore beaucoup plus sensible. Et quand le prix baisse, on l'a dit dans le cours, on peut avoir déjà un problème de qualité. Alors, la concurrence donc sur le marché pharmaceutique n'est pas parfaite. Il y a toujours ce déséquilibre-là. Soit l'appel d'offres par classe thérapeutique et l'enregistrement de plusieurs génériques sur le marché entraîne une concurrence accrue, mais il y a aussi la notion sur la propriété intellectuelle qui retarde l'entrée d'équivalents génériques et réduit la concurrence pour le marché pharmaceutique. Puisque la règle des 5 nous a dit que non, dès qu'on a déjà plus de 5 génériques, là, il y a déjà un problème de qualité, mais dès qu'on a aussi 5 fournisseurs, le prix devient déjà réduit. Mais tout cela est bloqué par la notion de propriété intellectuelle, les spécialités. À un certain moment, on allait jusqu'à 15 ans pour que la protection, la couverture des spécialités puisse être mise maintenant sur le marché public, sur le marché des génériques. Bien que dans d'autres pays, on est allé jusqu'à 10 ans, mais ça, c'est ce qui est à la base de ce déséquilibre-là pour qu'on ne puisse pas vivre de temps en temps la règle de 5 qui peut être bénéfique et favorable pour le marché public. Bien. Alors, quels sont les déterminants du prix? Cela peut être donc défini de deux côtés, du côté du fournisseur, tout comme du côté de l'acheteur. Déjà du côté du fournisseur, il y a certains aspects qui entrent en ligne de compte, tels que la méthode d'achat que vous allez choisir, la fréquence de commande, la taille même de commande,
jouent un rôle important sur la détermination du coût. Et souvent, au niveau des fabricants ou des fournisseurs, il y a déjà les éléments qui entrent dans le coût lui-même. En dehors de méthodes d'achat, fréquence de commande, détail de commande, il y a déjà le coût même de production de médicaments représente un coût. Il y a les frais généraux, les frais de stockage temporaire au niveau donc de la fabrication, les risques de gaspillage et pertes, ainsi que le profit qu'ils peuvent déjà intégrer. Ça, ce sont les éléments de base qui entrent dans la détermination du coût en dehors de méthodes d'achat au niveau du fournisseur. Maintenant, au niveau de l'acheteur, quels sont les éléments qui entrent donc dans la composition du coût? Il y a déjà le prix d'achat du produit lui-même, les frais de livraison, l'assurance qualité que vous pouvez effectuer sur le produit, le coût financier et frais de tenue donc de vos comptes en banque, les frais de dédouanement, les frais de stockage, l'assurance, les frais de gaspillage, vol, péremption et dommages pour le produit, les frais de personnel ainsi que les frais généraux. Là, ce sont donc les éléments qui entrent dans la composition du coût des médicaments, que ce soit au niveau du fournisseur et au niveau de l'acheteur. Bien. Alors, vous avez vu la notion de prix. Il y a, il y a ce qu'on appelle le coût caché. Quels sont les éléments qui entrent dans la composition du coût caché? L'augmentation de coûts d'acquisition due à l'achat d'urgence. Chaque fois que vous faites les achats d'urgence, il y a implication de beaucoup de frais, beaucoup de dépenses qui entrent dans ce qu'on appelle le coût caché. Par exemple, lorsqu'un médicament essentiel est commandé trop tard, que son utilisation dépasse les estimations ou que le fournisseur ne livre pas à temps, cela aura d'impact sur ce qu'on appelle le coût caché. Les frais de remplacement lorsque les marchandises sont perdues doivent être jetés en raison d'un mauvais emballage, des conditions d'expédition inadéquates, d'une détérioration rapide ou d'une durée de conservation trop courte, implique donc ce qu'on appelle le coût caché. Il y a aussi le coût de remplacement pour les envois courts, les concentrations incorrectes des préparations liquides et les mauvaises formes de dosage, ainsi de suite. Le stockage, les frais de port, les frais administratifs dus à l'inefficacité des procédures de dédouanement ou au manque de fonds ou de documents appropriés, tout cela entre dans ce qu'on appelle le coût caché. Il y a aussi le coût sanitaire et économique des ruptures de stock, résultant d'un retard ou d'une insuffisance de livraison. D'autres facteurs internes ou externes contribuant à l'augmentation du coût sans être facilement quantifiables peuvent être qualifiés de ce qu'on appelle le coût caché. Et si on donne un exemple du directeur qui avait besoin donc de couler sa propriété, alors l'image montre clairement que sur les 100% du prix qu'on présente, le prix d'achat ne représente que 15%. Et le reste de 85%, cela est représenté par ce qu'on appelle le coût caché. Et même aussi, dans ce qui concerne donc les achats ou les prix de médicaments, souvent il y a ces coûts-là qui sont représentés par ce qu'on appelle le coût caché. C'est une notion importante, donc, qu'il faut toujours prendre en considération. Bien. Alors, nous passons au chapitre 3, qui parle donc des méthodes d'achat. D'abord, le contenu du chapitre. Ce chapitre est donc réparti de la manière suivante. On donne le but, objectif et organisation du chapitre. Pourquoi des méthodes d'achat, les principes de marché public. On donne un aperçu général sur des méthodes d'achat, quelques problèmes contextuels, l'influence des bailleurs de fonds sur les achats, quelques méthodologies d'évaluation des systèmes d'achat. Essentiellement ici, ce qu'on appelle MAPS ou MESA, la technique beaucoup utilisée donc dans le système des achats publics, et le chapitre termine par une conclusion.
Alors, le but poursuivi donc par ce chapitre qui parle de méthodes d'achat, c'est de comprendre les différentes méthodes utilisées pour les achats de médicaments, leur complexité ainsi que leurs mérites respectifs. Et l'objectif poursuivi, il faut qu'à la fin de ce chapitre, les étudiants doivent avoir assimilé les différentes méthodes d'achat pour les produits de santé. Quels sont les avantages et les inconvénients pour chacune de ces méthodes? Les critères même pour utiliser telle ou telle méthode d'achat, ainsi que les autres stratégies d'achat et initiatives pour se procurer le médicament, puisque la technologie évolue vite. On ne reste pas seulement sur les méthodes traditionnelles, mais il y a beaucoup d'autres innovations auxquelles vous devez donc être initié ou informé. En cas d'opportunité, vous pouvez toujours recourir à ces méthodes-là aussi. Bien. Alors, en ce qui concerne les méthodes d'achat, nous avons essentiellement 4 méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'appel d'offres ouvert au public. La deuxième méthode, c'est l'appel d'offres restreint. La troisième méthode, c'est la négociation compétitive. Et quatrième méthode, c'est l'achat direct ou le gré à gré. Et chaque méthode, comme vous le voyez, présente des avantages et des inconvénients. Alors, ces avantages et inconvénients, on peut les constater ou les présenter sur les éléments suivants en rapport avec le fait sur le prix lui-même, le délai d'exécution de la méthode, la charge du travail, ainsi que le risque, le niveau de risque de fraude. Donc, en commençant par la première méthode vers la quatrième méthode, le fait sur le prix commence par le prix généralement qui est plus bas avec l'appel d'offres ouvert, mais le prix généralement plus élevé avec le marché public direct. En rapport avec les délais d'exécution, vous allez voir que le délai est plus long avec l'appel d'offres ouvert, mais ce délai devient plus court avec le marché public direct. L'appel d'offres restreint et négociations compétitives jouent un peu le juste milieu. En termes de la charge du travail, il y a beaucoup de travail avec l'appel d'offres ouvert, mais beaucoup plus bas avec le marché public. Mais pour ce qui concerne le risque de fraude, l'appel d'offres ouvert présente un bas risque vraiment de fraude, alors que le marché public direct présente plus de risques de fraude. Il n'y a pas donc que les 4 méthodes traditionnelles, mais on peut aussi ajouter la 5e méthode, Projet et procurement, donc achat en ligne. Aujourd'hui, cette technique aussi a beaucoup évolué et cela présente quelques avantages qu'on peut résumer par rapport d'abord au respect de l'environnement. C'est un processus qui se fait en ligne, sans papier. Il suffit d'avoir votre ordinateur et une connexion Internet, vous accédez déjà au marché international. Ce processus paraît aussi transparent et permet le suivi très rapidement. C'est aussi un processus rentable avec l'analyse des offres qui est simple et rapide. Donc, il y a déjà plusieurs pays qui utilisent déjà cette méthode d'achat en ligne. Donc, si cela vous est aussi favorable dans votre pays, il faut toujours aussi recourir à cette méthode qui présente déjà certains avantages. Bien. Alors, en dehors donc de ces achats traditionnels, il y a aussi les achats par le biais des agences internationales. Parmi les agences internationales, on parle des agences d'achat. Il y a aussi les grossistes internationaux. Et le but poursuivi par ces deux-là, c'est d'aider les acheteurs. Comment on aide les acheteurs? Donc, en cas de marchandises qui sont requises en urgence pour raison de rupture de stock, les grossistes internationaux peuvent expédier des marchandises déjà existant dans leur stock.
L'acquéreur, si il n'est pas en mesure de garantir efficacement l'assurance qualité des produits qu'il veut acheter, les agences d'approvisionnement et les grossistes internationaux assistent en menant déjà leur propre contrôle de qualité. Mais aussi, si l'acheteur ne peut pas disposer de la capacité technique nécessaire pour effectuer ses achats de manière efficace, conformément aux normes internationales, donc on peut recourir à ces agences d'achat ou les grossistes internationaux. Mais alors, qu'est-ce qu'une agence d'achat? L'agence d'achat d'approvisionnement, c'est une structure qui effectue les achats pour le compte de leurs clients. Et le client peut être le ministère de la Santé d'un pays ou le Fonds mondial. Alors, ces agences facturent à leurs clients des frais d'achat correspondant à un pourcentage fixé du prix d'achat. Souvent, leur pourcentage varie entre 2 et 8%. Souvent, ils appliquent les politiques d'approvisionnement de leurs clients et les complètent avec leurs propres exigences pour augmenter le rapport qualité-prix, améliorer la qualité. Souvent, c'est l'objectif poursuivi donc par ces agences. Ici, on donne quelques exemples d'agences d'achat. Comme vous le savez, nous avons par exemple I+ Solutions. Il est basé aux Pays-Bas. Nous avons la fondation IDA. Il est basé aussi aux Pays-Bas, mais dernièrement, il venait de localiser ses entrepôts. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant par grossistes internationaux? Les grossistes internationaux, ce sont des structures qui achètent, stockent des médicaments de qualité acquis auprès des fabricants préqualifiés. Ils vendent les produits après avoir appliqué une marge pour couvrir leurs coûts, leurs frais généraux, et dans certains cas, ils mettent aussi euh, un bénéfice. Ils ont des comptes fournisseurs et peuvent donc fournir les produits très rapidement. Beaucoup de leurs produits sont déjà enregistrés dans les pays cibles. Cela facilite déjà l'achat ainsi que l'importation dans divers pays. Quelques exemples ici de grossistes internationaux. Nous avons Merck, que vous connaissez, nous avons Imres, mais nous avons aussi toujours UNICEF, qui joue aussi ce rôle de grossiste international. Bien. Voilà la première partie de notre session. Et là, on vous donne donc la possibilité de poser des questions. On peut échanger dans quelques minutes avant de continuer donc avec notre session. À vous la parole. Bonjour, Monsieur Wilson. Merci pour votre présentation et je m'excuse pour le retard de 5 minutes. Alors, j'ai eu rapidement une petite question et qui concerne la dernière diapo. Voilà, les agents internationaux et les grossistes internationaux. Alors, bon, je sais pas, non, quel est l'avantage de l'un, quel est l'avantage je dirais, de ce type d'aide et le inconvénient. C'est-à-dire, si on a à faire un choix, est-ce qu'on on choisit l'un, voilà, donc à l'autre, voilà. Par exemple, parce que si je vais faire un achat pour le pays, quel est l'avantage, voilà, donc entre le choix de ces deux types d'aides qui existent, soit le grossiste international ou je dirais donc le grossiste international ou l'agence internationale, voilà. Moi, j'ai une question. Comme il a, Ok. j'ai une question sur le chapitre 2, à toutes et à tous. Moi, c'est Maxime Villavogui. Alors, ma question, c'est au niveau les facteurs influençant les achats. Alors, je veux savoir pourquoi est-ce que les acheteurs n'ont pas le plus souvent accès à toutes les informations, c'est-à-dire le prix,
la qualité, le nombre de fournisseurs, la variation des coûts méthodes avant qu'ils ne passent à l'achat. Est-ce que la non-information de tous ces facteurs ne peut pas causer préjudice alors, au processus d'achat des médicaments? Merci, merci pour la question. Les autres? Ok, Monsieur Adlad, parole à vous. Merci beaucoup, vraiment. Monsieur Wilson est revenu donc sur les agences et les grossistes d'achat sur le plan international. Quels sont les avantages des uns et des autres, mais aussi comment on peut faire le choix de l'un ou de l'autre. Je pense que lors de notre exposé, nous avons présenté certains avantages liés aux uns et aux autres. D'abord, pour ce qui concerne les agences, ces agences d'achat qui ont déjà la facilité, l'expérience technique pour essayer déjà de fixer certaines normes pour les fabricants ou les fournisseurs pour que la qualité des médicaments soit respectée. Nous avons dit, il y a souvent des commandes qui se font en urgence où vous avez besoin rapidement de médicaments et cela, vous n'allez pas recourir au fabricant immédiatement puisqu'il va vous fixer les délais qu'il faut attendre pour que la production fraîche soit finie, alors que ces agences ou ces grossistes nous présentent déjà certains stocks disponibles pour répondre pour certains cas d'urgence. Alors là, ce sont les avantages, comme je pense que ça va aussi revenir d'une manière ou d'une autre à la question de Maxime où on parle pourquoi on nous cache ces informations sur la qualité des médicaments afin que nous puissions y accéder et faire nos choix dans les achats. Donc, comme vous le constatez, le marché international, l'information sur le plan mondial en rapport avec les médicaments, c'est quelque chose de compliqué pour déterminer si on n'en a pas les qualités, on n'en a pas l'expérience. Mais ces structures-là, on la maîtrise. Ils ont des informations à jour que nous pouvons capitaliser au lieu que notre pays, avec des ressources humaines qui ne sont pas compétentes, nous risquons d'être désorientés et de tomber sur le faux. Donc, si moi je peux conseiller Wilson, comment répondre sur comment faire le choix entre les grossistes et les agences, ça va dépendre de la condition dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez besoin d'une commande en urgence, vous pouvez recourir aux grossistes déjà qui ont certains stocks dans leurs entrepôts pour acquérir le médicament très rapidement. Mais si vous avez des déficiences dans la préqualification, la fixation des normes pour les achats de votre pays, cela va dépendre aussi de l'état des besoins dans lequel vous vous trouvez. Mais aussi les avantages par rapport à ces agences et grossistes. Nous avons parlé du coût des médicaments. Est-ce que votre pays a un niveau élevé d'achat en termes de quantité, en termes de moyens? Ces grossistes et ces agences n'achètent pas que pour un pays, ils achètent pour plusieurs pays et ont l'avantage donc de négocier les prix sensiblement réduits, bien qu'ils peuvent mettre une petite marge pour les services qu'ils sont en train de rendre. Donc voilà un peu les éléments et les orientations que je peux donner à Wilson pour voir et comment orienter le choix. Vous avez besoin d'une commande en urgence, vous pouvez recourir aux grossistes qui détiennent déjà certains stocks dans leur entrepôt. Vous avez besoin de déterminer la qualité des médicaments, d'imposer certaines normes aux achats que vous voulez effectuer pour votre pays. Vous pouvez recourir aux agences d'achat qui fixeraient certaines normes dans le respect des qualités selon les exigences de l'OMS. Quant au M. Maxime, c'est vrai, je pense que le monde actuel avec le système des réseaux sociaux,
c'est pas toujours facile de connaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est pourquoi le principe sur le marché pharmaceutique est aussi sécurisé. Sécurisé justement pour éviter de soumettre donc tout le monde ou certaines personnes qui ne sont pas bien qualifiées à faire n'importe quel type d'achat. Déjà, on commence par cet aspect de spécialité, la sécurisation de la production de produits pharmaceutiques. Quand une spécialité est produite, il y a quand même des moments qu'on fixe pour que cette spécialité ne puisse être donc lancée dans le générique. C'est vrai, c'est pénible en cas où on a besoin de multiplier donc les génériques qui coûteraient moins cher avec la même efficacité, mais aussi, c'est aussi bénéfique puisque si tout le monde se lance sur cette production, la garantie de la qualité devient déjà douteuse. Nous l'avons vu avec la règle des 5. Dès que vous avez déjà plus de 5 génériques, on doute déjà de la qualité avec la concurrence et le prix. Donc, toutes ces barrières-là, tout ce qu'on met comme système qui est caché sur le plan donc de l'acquisition des achats des produits, c'est juste pour la sécurité des populations et éviter donc la fraude, mais aussi le maintien de la qualité des produits de médicaments. Voilà un peu les quelques orientations. Je sais que c'est une formation des professionnels. On peut toujours échanger. S'il y a quelqu'un d'autre qui a un point de vue à partager, on peut donc partager ensemble pour que nous puissions enrichir donc ce débat. Merci beaucoup. J'ai encore levé la main, je ne sais pas si je peux encore intervenir. C'est... Monsieur Wilson? Oui, alors ce que je voulais savoir, je Oui, vois dans l'exemple, alors dans l'un des exemples, un exemple que oui. vous avez donné, que ce soit pour les agences internationales ou les grossistes internationaux, je vois que l'UNOPS apparaît sur les deux tableaux. Je voudrais savoir, est-ce que, en termes de mise de disponibilité des médicaments pour les achats, c'est-à-dire des pays qui vont faire des achats, est-ce qu'il existe une relation entre les agences et les grossistes? Pour être plus clair, est-ce que, par exemple, les grossistes ils s'approvisionnent directement des fabricants ou du moins ça peut arriver que les grossistes passent par les agences, voilà, pour renflouer le stock, pour faciliter, voilà, donc l'achat de médicaments par d'autres pays intéressés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Wilson, pour cette préoccupation. Je pense que vous avez vu qu'il y a certaines structures qui reviennent sur les deux catégories des facilitateurs, que ce soit INOPS, mais aussi il y a UNICEF qui revient aussi sur les deux. Ici, il y a ceux-là qui peuvent jouer les deux rôles, comme nous l'avons dit, selon le type de mission ou de facilitation dont vous avez besoin. Mais il y a ceux-là aussi qui se réservent et qui ne jouent qu'un seul rôle. Et c'est là selon les compétences des ressources humaines qu'ils ont et aussi la mission qu'ils se sont fixées. Donc, vous avez vu, comme nous l'avons dit, dans les déterminants donc du coût, l'offre et la demande, nous sommes revenus sur ce qui détermine donc le coût des médicaments, entre autres sur la loi de l'offre et de la demande. Nous avons dit que ces grossistes et ces agences, comme vous avez UNICEF, qui jouerait un certain rôle et avec la facilité donc de se mettre dans la position de monopsone vis-à-vis de certains fabricants, vis-à-vis de certains fournisseurs.
Ils ne sont pas des fabricants, mais ils utilisent les fabricants. Les fabricants qui sont en train d'utiliser, vous n'allez pas y aller avec une commande beaucoup plus ordinaire de votre pays. Quand vous voyez par exemple UNICEF en ce qui concerne la vaccination, il rassemble les commandes de plusieurs pays et il a maintenant la position de force pour négocier même le prix. Et quand vous y allez, vous seul. Cette relation existe en termes de collaboration par rapport à certains avantages dont on a besoin de tirer de part et d'autre. UNICEF joue donc ce rôle-là de monopsone en ce qui concerne l'achat des vaccins. Et il a la capacité de négocier les différents pays. Et il a l'expertise nécessaire pour déterminer quelles sont les normes, les qualités exigées pour tel ou tel type de vaccin, puisqu'il s'est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, là où il n'a pas qualité ou il n'a pas compétence, rien n'empêche qu'il puisse recourir à l'autre ou aux agences qui ont aussi ce monopole ou ces compétences beaucoup plus avancées que les grossistes. Donc, c'est un problème de but poursuivi et c'est un problème des marchés qui sont ouverts pour faciliter les différents pays qui n'ont pas un monopole ou qui n'ont pas un revenu beaucoup plus important pour effectuer des achats en quantité et influencer ou négocier la diminution des prix. Cette relation existe selon le type de marché et les compétences qu'ils peuvent avoir en interne ou la mission ou le type de produits qu'ils veulent acheter. Mais quand vous voyez Inops, par exemple, il se spécialise dans les équipements des hôpitaux. Donc, s'il a besoin de médicaments essentiels génériques, s'il n'en a pas compétence, il ne peut que collaborer ou recourir à une autre agence qui en a compétences et qualités telles que nous avons parlé d'Emirates, nous avons parlé de E+ Solutions. Donc, cette collaboration ou cette relation ne peut pas être exclue selon l'objectif poursuivi et la nature des produits dont on a besoin. Merci beaucoup. Le chapitre 4 qui parle donc de bonnes pratiques d'approvisionnement. Alors, le but qui est poursuivi donc par ce chapitre, c'est de comprendre les principes de bonnes pratiques qui conduisent au succès en matière d'achat. Et les objectifs poursuivis, les étudiants doivent avoir bien assimilé les 13 principes à respecter pour assurer l'efficacité des achats. Alors, le chapitre est organisé de la manière suivante. On donne d'abord les principes directeurs nécessaires à la mise en œuvre donc de mon processus d'achat, mon cycle d'achat. Les principes fondamentaux d'achat des médicaments et les 13 principes à respecter ont été adaptés par Empower en s'appuyant sur les documents de la 3e édition de Managing Drug Supply. Je pense que c'est un livre auquel on a fait beaucoup de références, qu'il faudra toujours chercher, les lire, c'est disponible en bibliothèque, pas en ligne. Les gens ont beaucoup de difficultés pour l'avoir. Ce sont des livres, donc, des anciens livres qui parlent de bien gérer les médicaments. C'est un livre très important qu'il faut avoir pour votre formation. Alors, il convient aussi de noter que les 13 principes identifiés dans ce chapitre sont des principes directeurs et que leur application à un système d'achat doit être adaptée au contexte particulier du pays. Et à la fin du chapitre, nous ferons quelques exercices pour vous assurer que les concepts de base sont bien assimilés. Voilà comment donc le chapitre 4 est organisé. Dia? Alors, quelles sont les bonnes pratiques d'approvisionnement? Ici, nous revenons sur les 13 principes de l'approvisionnement pharmaceutique. Le premier principe, c'est le paiement fiable et bonne gestion financière. On ne peut jamais faire les achats
si on n'a pas une bonne capacité financière. Paiement fiable et bonne gestion financière. Deuxième principe, il faudra effectuer l'approvisionnement par générique. Dans les systèmes publics, donc, on a besoin de faire les achats par générique. Nous avons parlé de la dénomination commune internationale. Et les approvisionnements dans le secteur public sont basés sur la liste nationale des médicaments essentiels. Il est important de faire les achats de grandes quantités. Nous avons parlé pour négocier le prix d'une façon bénéfique, il faudra qu'on achète en grande quantité. Là, on entre avec une bonne position auprès des fournisseurs. Le cinquième principe, il faut toujours recourir à la préqualification des produits et des fournisseurs afin que nous puissions avoir les médicaments de bonne qualité. Et le sixième principe, il faut faire les achats compétitifs. Nous avons parlé de l'appel d'offres. Il faut toujours mettre en compétition les différents fournisseurs. Le septième principe, c'est l'engagement monopsone. L'engagement monopsone, c'est la situation de monopole, si je me trompe. Le huitième principe, il faut faire des commandes fiables qui sont basées donc sur les résultats de la quantification. Le neuvième principe, c'est la transparence avec des procédures écrites qui doivent déjà exister au niveau de votre pays. Le dixième principe, c'est la séparation des fonctions clés. On ne doit pas jouer le même rôle. Il faut qu'il y ait toujours des groupes différents pour éviter la concurrence et pour éviter donc les conflits d'intérêts. Le onzième principe, c'est la stratégie d'assurance des produits. Le douzième principe, supervision régulière et audit financier. Et le treizième principe, il faut toujours produire régulièrement des rapports sur la performance des achats au niveau de votre pays. Là, ce sont donc les principes directeurs auxquels tout système d'approvisionnement pharmaceutique doit donc se conformer. Comme on l'a dit, selon chaque pays, vous allez voir les priorités et comment vous retrouvez donc à l'intérieur de ces principes. Bien? Oh oui, là, nous passons au chapitre 5 qui parle donc de la gestion des approvisionnements. Et le but de ce chapitre, c'est de comprendre les composantes clés assurant une bonne gestion efficace des achats. Les objectifs poursuivis est qu'à la fin de ce chapitre, les étudiants doivent être en mesure d'expliquer le processus de planification pour une gestion efficace des achats, les ressources nécessaires pour une gestion efficace des achats et comment les affecter, la gestion et la coordination des différentes étapes du cycle d'achat, l'importance d'un système d'information de gestion complet pour une gestion efficace des achats, les processus d'analyse, d'identification des risques et de limitation de l'ensemble du cycle d'achat, y compris une évaluation rigoureuse des fournisseurs. Et le dernier objectif, c'est d'expliquer donc la stratégie visant à renforcer les capacités, les connaissances institutionnelles nécessaires à une gestion efficace des futurs achats. Le chapitre est donc organisé de la manière suivante. D'abord, la planification qui implique une planification stratégique, un programme et un plan de travail. L'allocation de ressources, ici on parle des ressources financières, des ressources humaines, même la technologie ainsi que les infrastructures et logistiques. Comment toutes ces ressources devront être affectées. Puis, il y a la gestion même de la mise en œuvre. Quels sont les principes de la base de la gestion?
de la mise en œuvre, la structure de gestion, les mécanismes, les responsabilités et comment mettre en place des directives et des processus. Un autre élément, c'est la gestion de l'information. Et si on n'ignore pas l'importance donc de l'information et de la communication dans toute gestion efficace. Puis l'analyse, l'importance de l'analyse pour éclairer une prise de décision appropriée. Et il y a la notion importante aussi, ici, c'est la gestion des risques. Son influence sur une gestion réussie. Si on ne prévoit pas, on n'identifie pas les risques, c'est difficile donc de faire face à cela, sinon on risque de tomber dans cela et notre chaîne d'approvisionnement va rencontrer certains problèmes. Diane, alors, quelle est l'importance de la gestion des achats? Avant de donner les différentes étapes de la gestion des achats, nous revenons sur l'importance de cette gestion des achats. Acheter des produits de santé de qualité au meilleur prix, en quantité suffisante, en temps et en lieu. Ça, c'est parmi les premières préoccupations chaque fois qu'on a besoin de gérer efficacement les achats, puisqu'on a besoin d'acheter les produits de qualité au meilleur prix. Et nous nous rappelons des 6 bons qui sont poursuivis donc dans tout cycle d'achat. Mais aussi allouer des ressources adéquates, des ressources financières, logistiques, humaines, techniques, et veiller à ce qu'elles soient disponibles à tout moment tout au long du processus d'approvisionnement. S'assurer que les processus d'approvisionnement sont mis en œuvre conformément aux politiques et aux plans. Là, on doit aligner le cycle d'approvisionnement sur le cycle de la distribution et donc de la chaîne d'approvisionnement puisque toutes les étapes doivent être coordonnées et ça doit se poursuivre. S'il y a déjà interruption et que la distribution se passe avant et programmée avant que les médicaments n'arrivent, donc il y aura des chevauchements et votre chaîne d'approvisionnement va rencontrer trop de problèmes. Adopter un système d'information de gestion complet pour garantir la disponibilité d'informations en temps réel pour les gestionnaires des programmes afin de prendre des décisions rapides. Mais aussi institutionnaliser la coordination et le partage d'informations. Institutionnaliser en même temps les processus nécessaires d'évaluation et des actions et de gestion de risques à chaque étape du cycle d'approvisionnement. Et les étapes de cette gestion des achats, tout commence par la planification des achats. Comment est prévu les achats au niveau de votre pays? À quel rythme? À quelle période? Et comment? Après cette étape de planification, vient maintenant l'étape d'allocation de ressources. Il faut avoir des moyens financiers, il faut avoir des ressources humaines, il faut avoir tout ce que nous avons énuméré là pour que ce que vous avez planifié puisse se réaliser selon le temps prévu. La troisième étape, c'est la gestion du service des achats. Comment est organisée cette activité? Quatrième étape, gestion de l'information. Cette information doit être partagée avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qui se passe. Cinquième étape, c'est la réalisation de l'analyse. Nous avons dit qu'il faut analyser, vérifier comment tout se déroule. Et la dernière étape, c'est la gestion des risques. Il faudra toujours prévoir pour que votre cycle d'approvisionnement ne puisse pas rencontrer beaucoup de difficultés ou de perturbations lors de sa mise en œuvre. Bien. Ici, on donne un modèle d'organigramme d'un service d'achat. C'est un modèle type, juste pour vous donner certaines orientations, mais aussi identifier quel type de compétences dont vous aurez besoin et les types de ministères qui peuvent être donc impliqués dans la composition d'un service d'achat. Vous voyez qu'il y a intervention du ministère de la Santé, il y a intervention du ministère des Finances, les conseillers dans les appels d'offres,
les comités de sélection et de quantification des médicaments. Donc, vous avez besoin de toutes ces compétences. Et la structure qui est mise en place, vous avez la direction, vous devez avoir les différents services des ressources humaines, de gestion de l'information, système d'information, de suivi et évaluation, des logisticiens, des médecins et pharmaciens, des gens qui sont aptes dans le marché, l'assurance qualité, des gens qui ont des compétences dans les contrats, l'élaboration des contrats, dans les achats, dans les finances, mais aussi les gens qui ont des compétences en rapport avec les aspects juridiques. Donc là, c'est un modèle d'organigramme qu'on vous donne pour la constitution ou la composition d'un service d'achat. C'est pour dire que c'est un service multidisciplinaire. Vous avez besoin de tout le monde pour que ce service puisse bien se dérouler et avoir le bon résultat attendu. Bien. Nous passons au chapitre 6 qui parle donc de la viabilité financière. Le but de ce chapitre, donc, c'est de comprendre le concept de pérennité financière dans le secteur des achats de médicaments et comment y parvenir. Souvent, ce sont de gros problèmes dans la plupart des pays africains où ce service peut commencer, les activités peuvent se dérouler, mais pour que ça soit dynamique et continu, on est toujours buté à un problème de moyens financiers. Donc, ce chapitre a besoin de vous donner les orientations pour savoir comment pérenniser donc les finances dans le processus d'achat. Et les objectifs poursuivis, on veut qu'à la fin de ce chapitre, les étudiants puissent être capables d'expliquer l'importance de la pérennité financière et ses divers composants. Les facteurs qui influencent les sources de financement des achats, les critères d'efficacité et les approches économiques de la pérennité financière, les facteurs qui déterminent le coût d'achat, quels coûts doivent être pris en compte, le cadre de la pérennité financière, mais aussi, ce chapitre revient sur les défis à relever pour atteindre une pérennité financière. Il est donc organisé de la manière suivante. D'abord, comprendre l'importance des facteurs qui déterminent donc la viabilité financière, examiner le cadre de la pérennité financière et comprendre comment assurer un financement durable d'un cycle d'achat, examiner les objectifs de la pérennité financière et leur impact, comprendre les différentes sources disponibles pour répondre aux besoins de financement dans votre pays, comprendre aussi les facteurs de coût lors de l'achat des produits de santé, comprendre le type d'efficacité qui peuvent réduire le coût des achats et enfin, comprendre les principaux défis qui peuvent compromettre la pérennité financière dans votre système d'achat. Bien. Alors, parmi les facteurs influençant donc la pérennité financière, il y a d'abord les facteurs affectant la viabilité financière sur le plan global, sur le plan national, mais aussi sur le plan de l'organisation. Au niveau global, c'est la situation économique et sécuritaire mondiale, y compris la sécurité sanitaire. Dès que cela est affecté, donc il y a un problème de viabilité financière. Cela peut être aussi se manifester au niveau national. Si la situation politique de votre pays n'évolue pas bien, on a des problèmes de viabilité financière. Si la situation économique aussi est sécuritaire au niveau de votre pays, cela peut avoir d'impact ou influencer la pérennité financière de votre système d'achat. Et au niveau national, on peut aussi évoquer la politique nationale pour l'accès aux soins de santé dans votre pays. Actuellement, on parle de la couverture santé et de la couverture maladie universelle, l'accès gratuit aux médicaments essentiels. Toutes ces politiques-là, si ce n'est pas bien appliqué, vous aurez toujours des problèmes de viabilité financière. Mais cela peut être aussi affecté par l'organisation même de votre système d'achat. Le système de gestion financière en place
dans le programme, dans votre organisation, la capacité de gestion du programme et système en place dans le programme, la capacité de gestion des opérations dans le programme, mais aussi la capacité à effectuer des paiements rapides est essentielle pour garantir donc la pérennité financière puisque le marché international, quand vous ne payez pas bien, c'est difficile d'y accéder facilement et on risque de mettre la croix sur votre pays et vous n'aurez pas encore la disponibilité ou l'accessibilité au marché international. Quels sont les objectifs de santé publique poursuivis par cette viabilité financière? D'abord, c'est la disponibilité. On a besoin d'un approvisionnement ininterrompu, peu ou pas de rupture de stock. C'est ça le souhait de tout système de santé. La disponibilité équitable, ciblant en particulier les populations à faible revenu et difficile à atteindre. La gamme de produits permettant un choix suffisant. Autre objectif, c'est la capacité de paiement. Si vous mettez en place cette politique de médicaments gratuits ou à faible coût, paiement par les patients d'un tiers provisionnel ou du coût total, là, c'est ça le but poursuivi par la santé publique. On a besoin que tout patient, que tout le monde puisse avoir accès aux médicaments et à moindre coût. Mais aussi, tout système de santé a besoin de la qualité. On a besoin de médicaments de haute qualité conformes aux normes nationales et internationales. Voilà les objectifs poursuivis dans tout système de santé. On a besoin de la disponibilité des médicaments. On a besoin que ces médicaments soient à moindre coût et on a besoin que ce soit des médicaments de bonne qualité. Bien. Nous passons aussi au chapitre 7 qui parle de l'évaluation de la performance des systèmes d'achat. Et le but poursuivi par ce chapitre, c'est de comprendre pourquoi et comment on doit évaluer le système d'achat d'un pays. On veut qu'à la fin de ce chapitre, les étudiants doivent être en mesure d'expliquer la nécessité d'évaluer les achats publics, les différents types d'évaluation des achats qui sont effectués par les organisations internationales et les indicateurs d'efficacité des achats qu'il faut savoir évaluer à tout moment. Donc, le chapitre est organisé de la manière suivante. D'abord, le besoin d'évaluer le système d'achat public. On revient sur les méthodes d'évaluation des systèmes d'achat selon ces différentes organisations, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'OCDE, le PNUD, l'UNOPS, ainsi que la Banque asiatique de développement. On revient sur les questions de base pour évaluer les principales composantes du système d'achat. Quels sont les indicateurs de performance que vous pouvez retenir pour votre système? Les procédures du système, les responsabilités au sein du système. Donc, tout cela, on va donc y revenir dans ce chapitre pour que vous puissiez comprendre la nécessité et l'importance donc d'évaluer les performances de votre système d'achat. Bien. L'importance de l'évaluation de la performance. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? On évalue la performance de votre système, c'est pour augmenter l'efficacité, le rendement et la transparence des achats. D'autant plus que ce sont les achats publics. Il faut qu'on constate qu'il y a de la transparence dans ce qui a été effectué. Mais aussi pour mieux comprendre le processus complexe et hautement technique utilisé pour les achats. Parce que l'évaluation par un organisme externe est utile pour assurer une efficacité pérenne. Mais aussi, l'évaluation du système d'achat fournit des informations précieuses sur les domaines présentant des lacunes et nécessitant un renforcement des capacités. S'il n'y a pas d'évaluation, on ne peut pas connaître qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Et là, il y a des indicateurs standardisés et les critères de notation, caractéristiques de l'évaluation de l'échelle mondiale.
Et c'est là que ça aide les pays à réaliser une auto-évaluation des forces et des faiblesses de leur système d'approvisionnement. Ici, on passe en revue quelques méthodes et outils utilisés sur le plan mondial afin d'évaluer donc le système d'achat des différents pays. Il y a les méthodes utilisées par l'Organisation de coopération et de développement économique, MESA, qui est beaucoup utilisé pour le secteur public. Il y a le système utilisé par la Banque mondiale, en rapport avec l'évaluation des marchés publics par pays. Il y a le système utilisé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il y a le système utilisé par le PNUD, le guide d'évaluation des capacités de passation de marché à travers le pays. Il y a aussi l'INOPS qui donne la méthode d'évaluation des systèmes d'achat public, MESA, et un questionnaire d'évaluation des capacités des marchés publics par la Banque asiatique de développement. Là, ce sont les différentes techniques, les méthodes utilisées sur le plan international pour évaluer le système d'achat des différents pays. Diane? Quels sont les critères d'évaluation des indicateurs de performance des achats? Ici, pour ce qui concerne les indicateurs de performance des achats, on détermine le pourcentage en valeur des médicaments du ministère de la Santé acquis via un système central d'achat. Nous avons parlé des achats groupés pour que ce soit de grandes quantités et qui peuvent donc vous donner la possibilité de négocier le prix. On doit déterminer le pourcentage du prix international moyen payé dans le passé lors des achats réguliers hors urgence. C'est un indicateur de médicaments. Le coût des médicaments dans les conditions normales d'achat. Le pourcentage en valeur d'achat des produits pharmaceutiques du ministère de la Santé figurant sur la liste des médicaments essentiels. Vous avez vu le cycle et les étapes d'achat où on doit recourir à la liste nationale des médicaments essentiels. Donc, cela permet d'évaluer si cela a été respecté. On détermine aussi le pourcentage en valeur des médicaments du ministère de la Santé achetés par l'appel d'offres compétitif. On a besoin de soumettre à la compétition les différents fournisseurs. Le pourcentage en valeur des médicaments achetés auprès des fabricants locaux. On a besoin d'encourager aussi la production locale. Délai de livraison moyen pour un échantillon de commandes calculé pour tous les fournisseurs, puis pour les fabricants locaux et les fournisseurs étrangers. Le délai de paiement moyen pour un échantillon de commandes calculé pour tous les fournisseurs, puis séparément pour les fabricants locaux et les fournisseurs étrangers. Le pourcentage des produits pharmaceutiques par lot soumis à des tests de contrôle de qualité par rapport au pourcentage recommandé. Le pourcentage des produits pharmaceutiques ayant échoué donc au test ou au résultat de contrôle qualité, ce qui n'a pas donné de bons résultats. Là, ce sont les critères d'évaluation des indicateurs de performance des achats, mais il y a aussi les critères d'évaluation des procédures d'achat même. Quel type de système d'achat est utilisé pour fournir des médicaments aux établissements publics? On passe par la pharmacie centrale, on passe par les agences autonomes, la distribution directe, on passe par les distributeurs primaires ou les pharmacies privées. Deuxièmement, comment les fournisseurs sont-ils sélectionnés pour un appel d'offres ou une négociation? On a donné les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Existe-t-il un processus formel de préqualification des fournisseurs? L'achat est-il effectué par nom générique, nom de spécialité ou les deux? Je pense que le cours vous a déjà donné les conseils à ce niveau. Quel type de modèles d'achat sont-ils utilisés à chaque niveau du système d'achat? Vous avez une planification annuelle, planifiée ou reconduite. Comment les commandes et les quantités mises en adjudication sont-elles déterminées à chaque niveau du système?
Les médicaments équivalents thérapeutiques sont-ils achetés dans le cadre d'appels d'offres de sous-catégories thérapeutiques? Comment les délais de livraison sont-ils pris en compte dans les formules de commande et les exigences du stock de sécurité? Les achats sont-ils limités aux articles inclus dans les formulaires ou les listes de médicaments? Quelles sont les contraintes qui limitent donc la performance des achats? Donc là, on évalue maintenant au niveau de la procédure d'achat utilisée dans votre pays. Premièrement, on évalue la performance de certains indicateurs. Maintenant, la procédure même utilisée pour effectuer les achats. Dia. L'évaluation peut aussi être effectuée sur la responsabilité même du système. Quelle agence est responsable de l'achat des médicaments, vaccins, contraceptifs, produits de diagnostic et fournitures médicales? Comment sont réparties les responsabilités en termes d'achat entre la sélection des médicaments, l'estimation des besoins, la gestion des appels d'offres et l'attribution des contrats? Nous avons parlé pour éviter donc le conflit d'intérêts et l'évaluation va aussi s'intéresser à cette question pour voir comment les responsabilités sont réparties. Des procédures écrites pour les offres. Les appels d'offres sont-elles en place et suivis régulièrement? Le processus d'appel d'offres est-il transparent? Quel type de système d'information de gestion des achats est utilisé et quel type de rapports sont produits? Comment le service des achats obtient-il des informations sur le prix comparatif et les performances de nouveaux fournisseurs? Quel type d'ordinateurs et d'applications informatiques sont utilisés pour gérer les achats? Des informations sont-elles disponibles pour effectuer les analyses ABC, VAN ou de coûts totaux variables? Quelles procédures sont utilisées pour contrôler les performances des fournisseurs et faire respecter les contrats d'achat public? Là, c'est l'évaluation même des responsabilités dans ce système d'achat dans votre pays. Mais on peut aussi évaluer la gestion financière. Ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on évalue? Quelles sont les conditions de paiement, les délais de paiement et les dettes actuelles envers des fournisseurs locaux et internationaux habituels? Les fonds sont-ils disponibles en fonction des besoins ou un calendrier fixe est-il utilisé pour le déblocage des fonds? Et quelles autorisations sont nécessaires? Est-ce que le recouvrement de coûts ou l'existence de fonds renouvelables des médicaments contribue de manière significative au financement des achats? À quel pourcentage l'approvisionnement est-il financé par des bailleurs de fonds ou par des prêts des banques de développement? Donc là aussi, on évalue sur le plan financier. Bien. Et tous ces résultats donc d'évaluation peuvent être présentés dans un dispositif pareil où on résume le cadre législatif, la capacité institutionnelle de gestion, les opérations et le marché, ainsi que l'intégrité et la transparence. Donc, on a des niveaux et le diagramme là en rouge, ça détermine les résultats obtenus après évaluation pour un pays. Les scores moyens de chaque pilier sont comparés au score maximum de 3. Le graphique permet donc à observer de voir rapidement que le pays évalué est plus fort en pilier 1 en rapport avec le cadre législatif, puisque là, il est presque à 2,5 sur le score de 3. Mais pour les autres scores, là où il est effectivement à 0,5 ou à 1, on estime qu'il y a encore des efforts à fournir de ce côté-là pour améliorer ou renforcer la capacité de leur système d'achat. Bien. Voilà les 7 chapitres qui ont été donc parcourus pour vous donner une idée en rapport avec les systèmes d'achat au niveau mondial. Nous vous donnons encore
l'opportunité de poser quelques questions. On peut donc encore partager pour voir s'il y a des préoccupations. Merci. Prena, vous avez la parole. Merci, Monsieur Edlard. Chers participants, posez les questions. Bonjour à tous. Merci au présentateur pour l'enseignement. J'avais une préoccupation qui concernait la première partie de la présentation, concernant le e-procurement ou bien les mécanismes d'achat en ligne. J'aimerais savoir quel principe ce mécanisme d'achat-là respecte. Est-ce qu'il s'agit d'un principe de gré à gré? Il s'agit d'un principe d'appel d'offres ouvert? Ou bien c'est juste le fait qu'il utilise le système d'achat en ligne et il évite d'utiliser le format papier? Je n'ai pas bien compris cette partie. Et ma deuxième préoccupation, c'est concernant l'évaluation des systèmes d'achat. Quelle structure est autorisée ou est mandatée à évaluer un système d'achat? C'est une auto-évaluation qui se fait en interne ou bien elle doit être diligentée par une instance supérieure pour venir évaluer un mécanisme d'achat dans une structure bien précise? Merci. Merci beaucoup, Merci. M. Vincent. On peut, je ne sais pas, Prena, quelle d'autres questions? Les autres, Monsieur Mohamed, posez la question. Merci. Je remercie d'abord le formateur par rapport à la qualité de la présentation. J'avais quelques questions parce que par rapport au risque. Je pense que je donne un exemple simple, factuel. Par exemple, actuellement, ce que nous vivons. Je pense que nous avons eu à élaborer les budgets par rapport aux achats. Et maintenant, nous savons qu'il y a une tension internationale qui peut affecter le trafic international et causer, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, par exemple. Je donne un exemple au hasard. Le conflit, si ça dégénère, peut entraîner des problèmes au niveau international par rapport au trafic, par rapport à la logistique. Et on aura des incidences sur les budgets qui ont été prévus pour acheter les médicaments. Ça peut amener des flambées comme lors de la COVID. Est-ce qu'il y a un niveau de prévention qui permet vraiment de tenir et de pouvoir assurer le budget des achats? OK. Monsieur Edlard, parole à vous. Merci beaucoup, Prena. Et je remercie aussi tous les intervenants pour leurs préoccupations. Nous revenons sur la préoccupation de Vincent, qui est revenu sur la première partie pour les achats en ligne. S'agit-il d'un appel d'offres, puisque ça présente seulement les avantages de ne pas utiliser les papiers? Non, nous l'avons dit, c'est la technique actuelle. Ce qui est conseillé dans les achats de médicaments sur le plan international, c'est de soumettre les différents fournisseurs à une compétition. Et les achats en ligne aussi suivent donc la même méthode. Vous allez donc inviter les différents fournisseurs à proposer leurs différents prix selon les types de produits dont vous avez besoin. Et cette compétition qui se fait en ligne et en direct souvent permet à chaque fournisseur de chercher à soumettre mieux que l'autre. Et là, c'est une compétition en ligne où les gens sont en train de suivre les propositions de tel ou tel autre fournisseur. Et au niveau de cette compétition-là, ça va permettre à votre pays ou à l'organisation d'obtenir le prix le plus réduit possible. Il ne s'agit pas donc de gré à gré, c'est un appel d'offres ouvert, mais avec des fournisseurs déjà bien préqualifiés, bien connus. Mais là, vous le soumettez dans un exercice où chacun a besoin d'offrir le mieux possible par rapport à l'autre. Donc, c'est ça la technique actuellement. On a donné dans le cours quelques exemples de certains pays déjà qui utilisent cette méthode. Donc, il s'agit d'une compétition. Et l'avantage, comme c'est en ligne, vous n'avez que votre machine, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de papiers sur lesquels vous travaillez, de grandes équipes. On a présenté quelques avantages liés donc à cette méthode à laquelle déjà plusieurs pays sont en train déjà donc d'effectuer leurs achats.
Donc, voilà un peu, M. Vincent, en rapport avec votre préoccupation. Nous revenons sur M. Mohamed, qui est revenu sur la question de risque. C'est vrai, je pense que le Covid nous a donné beaucoup d'orientation et de réflexion dans différents pays pour que nous puissions déjà prévenir certains risques qui peuvent survenir sur le plan international, comme il s'agit des achats au niveau international. Mais ce que je veux dire, M. Mohamed, donc dans les systèmes actuels, vous avez vu même au niveau des fournisseurs, on n'a pas parlé que des fournisseurs sur le plan international. On a parlé aussi des fournisseurs locaux dans votre pays. Vous pouvez toujours recourir à ces deux types de fournisseurs. S'il y a un problème au niveau international, vous pouvez avoir l'alternative de recourir soit au marché local. Mais ce marché local doit quand même être évalué suivant l'autorité nationale de réglementation afin que la qualité soit garantie. Donc, cette question de risque, avec la question de COVID-19, nous a appris donc que tout système d'approvisionnement dans un pays doit évaluer, doit toujours intégrer cet aspect de risque, que ce soit même dans les prévisions. Quel est le stock de sécurité que vous êtes en train de prévoir? Vous allez avoir des stocks entreposés à quel niveau dans votre pays? S'il y a tel ou tel problème qui se pose, comment vous allez donc vous y prendre? Donc, ça, ce sont des questions indispensables que toute chaîne d'approvisionnement, tout pays doit déjà commencer à étudier et comment mettre ça en application et même élaborer les procédures appropriées pour que dans votre pays, de telles situations ne peuvent plus encore handicaper donc votre système d'achat et comment donc faire face à cela au moment où ça se présente. Donc voilà un peu les conseils que je peux vous donner. La plupart des pays, la plupart des chaînes d'approvisionnement après le contexte Covid ont essayé d'adapter leurs procédures d'achat, beaucoup en intégrant cette question de gestion de risque pour éviter de tomber sur ce que nous avons connu avec Covid-19. Nous revenons à la préoccupation de M. Paul. Dans le module, on vous a donné beaucoup de références, des livres qu'il faut parcourir et lire. C'est dans ces livres où on est revenu beaucoup plus en détail par rapport aux Incoterms. Comme il s'agit donc des achats au niveau international, on a essayé, même quand on parle du prix, du coût des médicaments, on a parlé des méthodes d'achat. Et ce prix des médicaments est aussi impacté par ces méthodes d'achat. Quand vous achetez le médicament auprès du fournisseur, le prix du médicament n'est pas le même que quand ces médicaments vous sont livrés à votre douane, à la douane de votre pays. Et quand ces médicaments sont déposés au niveau du port d'embarquement du fournisseur. Et il y a un manuel dans les références qui parle beaucoup sur ces Incoterms et comment les apprécier et comment choisir votre méthode d'achat. Et le prix des médicaments n'est pas le même que quand on vous livre ça à votre entrepôt, ce qu'on appelle DDP, rendu achat rendu avec droit acquitté, et quand on vous a livré ça sur le prix CIF, donc coût avec assurance et frais inclus, donc toutes ces méthodes, tous ces Incoterms-là ont des spécificités et ont des avantages et ont une implication sur le prix du médicament. Mais il y a dans les références qu'on vous a données là, si vous allez parcourir les différents documents, vous allez voir les explications nettes et claires sur les types d'Incoterms et avec leur impact sur le prix du médicament au niveau de votre système d'achat. Oui, merci. Moi, c'est docteur Aminta Koulibaly. Je suis pharmacienne au Burkina Faso, travaillant comme GAS, voilà, dans un programme de santé financé par le Fonds mondial. Donc, je revenais par rapport à l'évaluation de la performance au niveau des achats.
Et nous qui sommes ici, nous assurons en tout cas l'approvisionnement des produits de santé via plusieurs plateformes du Fonds mondial, notamment il y a Wambo, il y a UNOPS, il y a aussi et GDF, voilà, pour les produits tuberculose. Maintenant, et pour l'évaluation, nous avons pas, et je sais, enfin, pour moi, l'évaluation sera partielle à notre niveau parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Par exemple, si nous prenons la méthode d'achat au niveau du Fonds mondial, puisque nous passons les commandes, mais au niveau du Fonds mondial, on ne sait pas comment sont passées. Voilà, quelle a été la procédure d'achat, quelle a été la méthode utilisée, voilà, pour passer l'achat, quel est le coût, comment a été calculé le coût du médicament, etc., etc. On n'a pas ces informations-là pour pouvoir faire une évaluation de la performance, de la gestion des approvisionnements. Comment en ce moment il faut faire cette évaluation? Parce que 99% de nos achats se font via des plateformes. Donc, il y a vraiment une omission des informations, voilà, que nous souhaiterons avoir. Voilà, comment en ce moment il faut faire cette évaluation de la performance? Merci. Cela poursuit aussi avec la préoccupation de Dr Amenta qui demandait que déjà votre système d'achat utilise beaucoup plus de mécanismes ou de méthodes, de systèmes beaucoup plus fonds mondial qui achètent pour le compte de votre pays. Je pense que ces systèmes, nous les avons déjà énumérés parmi les structures qui ont présenté des outils d'évaluation des systèmes d'achat au niveau international. Nous connaissons le système des fonds mondiaux qui se base beaucoup plus sur les procédures d'approvisionnement des achats, mais il y a aussi beaucoup d'autres outils. Est-ce que votre pays a mis en place un système d'achat qui doit être évalué ou vous utilisez seulement les méthodes, vous bénéficiez de l'appui de ces bailleurs de fonds qui amènent déjà leurs méthodes et le pays utilise ou bénéficie déjà des approvisionnements effectués par ces pays-là. Là, c'est une question. Puisque quand on parle d'évaluer le système d'achat public, ici, on se rend compte que le pays a une organisation sur le plan de leur pays interne qui effectue les achats publics pour le compte de leur pays. Mais si ce sont les subventions que vous bénéficiez déjà des organismes internationaux, là, il n'y a pas ce système qui peut être évalué. Mais les autres achats, par exemple le médicament essentiel générique, dans votre pays, il n'y a pas un système d'approvisionnement qui est mis en place. Il n'y a pas une pharmacie centrale qui achète aussi, qui utilise les fonds publics pour approvisionner les formations sanitaires de votre pays. C'est à ce niveau-là qu'on a besoin de ces évaluations pour voir si ce qui s'est fait avec les fonds publics respecte les normes et les exigences. Donc voilà un peu comment vous pouvez évaluer et si ce sont les achats effectués déjà par les bailleurs de fonds pour le compte de votre pays, ils utilisent déjà les méthodes, ils les respectent. Mais si vous avez aussi votre centrale de distribution, les achats pour le compte de votre pays, est-ce que ce système d'achat est aussi évalué? Et s'il est évalué, est-ce qu'il respecte les principes ou les normes, les exigences comme on les a énumérées dans le cours? Voilà comment donc vous pouvez apprécier votre système d'approvisionnement. M. Billy est revenu sur la gestion des risques, je pense qu'on en a parlé, et nous avons donné l'exemple du contexte Covid. C'est vrai, sur le plan de la gestion de stock, dans la mise en place d'études des risques ou de la prévention des risques dans un système d'approvisionnement, on évalue le pour et le contre. Je pense que nous avons, et on donne toujours l'exemple de Covid, quand on évalue le nombre de décès en importance, des cas de décès qu'on a enregistrés dans différents pays, sera-t-il comparé à un stock de sécurité qui équivaut à telle valeur? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut étudier. Nous avons donné l'exemple des sources d'approvisionnement. Vous pouvez avoir des fournisseurs au niveau international, mais vous devez aussi développer la capacité d'avoir des fournisseurs au niveau local. Là où vous savez que même si
la logistique internationale est perturbée, mais au niveau pays, nous avons quelques fabricants, nous avons quelques fournisseurs qui sont préqualifiés auprès de qui nous pouvons nous approvisionner. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions à évaluer et mettre en place un bon système de gestion des risques qui peut faire que dans telle ou telle circonstance, vous pouvez recourir à telle ou telle autre méthode et minimiser et comparer ce que ça coûte. La gestion des risques a un coût, mais vous pouvez le comparer à votre fonctionnement normal, à ce que vous pouvez, et même s'il y a risque de perte, que ce soit par péremption ou par avarie, il y a des normes qui fixent les limites acceptables. Donc, c'est de cette façon-là que votre système d'approvisionnement doit étudier qu'est-ce qui est mieux à faire et en comparant avec ce qui peut être perdu si on met en place, on recourt au stock de sécurité, on identifie les fabricants locaux auprès de qui on peut s'approvisionner. Donc, tout ça, ça doit être intégré dans votre système d'achat et savoir qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment ou à telle période. Voilà un peu, je pense que le cours vous a donné la possibilité de connaître un système d'achat sur le plan international, les avantages, les principes qu'il faut suivre, ainsi que le type d'évaluation auquel on peut soumettre votre système pour voir si vous pouvez être en mesure de bénéficier des appuis ou du crédit sur le plan international.